vers une gestion durable des insectes ravageurs des cultures. Dans un agrosystème, évidemment, il y a des cultures. Dans un écosystème, il y a un équilibre alimentaire, un équilibre, une pyramide alimentaire, on va dire. Alors, sans forcément parler d'aliments, parce que les animaux peuvent vivre pour eux-mêmes. Mais ils sont toujours pris dans cet écosystème, dans un réseau. Et dans ce réseau, il y a ceux qui mangent les végétaux, donc les êtres vivants qui mangent les végétaux, qui sont plutôt phytophages, les herbivores en gros, et il y a toujours les prédateurs. C'est la loi du plus fort, c'est comme ça, sur Terre, il y a toujours ceux qui mangent les végétaux en premier, et ensuite il y a toute une chaîne de prédateurs en équilibre alimentaire. Et lorsqu'un homme donc, veut faire une culture, un champ de blé, un champ de maïs, etc., il y a des êtres vivants qui sont là. Et lorsque, par exemple, l'homme va semer une graine, eh bien cette graine, elle va germer pour donner, par exemple, un pied de maïs. Mais, bien entendu, ce pied de maïs, il va intéresser les phytophages, les êtres vivants qui vont avoir tendance à le manger. Bon. Et l'homme, lui, évidemment, puisqu'il veut faire une culture qui lui rapporte, il veut gérer son agrosystème au mieux, il faut qu'il détruise l'insecte, par exemple, qui va avoir tendance à manger son pied de maïs, son pied de blé, etc. Alors, donc il faut que l'agriculteur, il gère durablement ces insectes qui sont ravageurs de ses propres cultures. Comment est-ce qu'il va faire? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers deux exemples. Et nous allons voir que certains insectes peuvent proliférer dans des cultures et provoquer même de gros dégâts. Bon. Les agriculteurs, ils vont employer ce que l'on appelle des insecticides, c'est-à-dire des produits qui vont détruire ces insectes efficacement, mais nous allons voir à travers l'exemple des néonicotinoïdes que c'est dangereux pour l'environnement et donc pour l'homme également. Bon. Donc c'est dangereux à la fois pour l'environnement mais également pour la santé. Donc on peut se poser la problématique suivante, c'est quelles sont les conséquences de l'utilisation des insecticides sur notre environnement mais également sur notre santé. Et comment est-ce que l'agriculteur va pouvoir résoudre durablement ce problème? Alors, donc nous comprenons bien pourquoi on parle de gestion durable des insectes ravageurs des cultures. Alors l'idéal serait qu'il empêche le ravageur de manger ses cultures tout en préservant ce ravageur. Bon, c'est un peu utopique. Bon. Ce qu'il faudrait, c'est protéger ces cultures, mais sans que les insecticides induisent des effets néfastes sur notre corps ou dans l'environnement. Bon. Les agrosystèmes ont une incidence sur la qualité des sols et sur l'état général de l'environnement proche de façon plus ou moins importante selon les modèles agricoles. L'un des enjeux environnementaux majeurs sera la limitation de ces impacts. La recherche agronomique actuelle, qui s'appuie sur l'étude de processus biologiques et écologiques, apporte des connaissances, des technologies et des pratiques évidemment pour le développement d'une agriculture durable, permettant tout à la fois de couvrir les besoins de l'humanité et de limiter ou de compenser les impacts environnementaux tant sur la santé que sur l'environnement lui-même. Alors, première étape, donc nous allons essayer de voir à travers l'exemple des néonicotinoïdes, nous allons voir que ce sont des insecticides efficaces, mais qui malheureusement sont dangereux.
Dans une deuxième étape, nous allons plutôt voir un exemple de lutte intégrée contre un insecte ravageur des cultures que l'on appelle le tripe du poireau. Alors bon, ça vous intéresse ou pas, mais si vous préférez étudier autre chose que le tripe du poireau, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Commençons par essayer de comprendre l'intérêt des néonicotinoïdes, donc qui sont des insecticides, qui sont efficaces mais dangereux. Alors, vous allez pouvoir trouver sur Internet donc des images de semences. Par exemple, prenons l'exemple de la betterave. Donc vous essayez de trouver une image, une comparaison en fait entre des betteraves qui ne sont pas traitées et des betteraves qui sont enrobées d'un insecticide. Alors vous allez voir, lorsqu'elles sont enrobées d'un insecticide, ça fait des espèces de petites billes bleues très très jolies. À la limite, on aurait presque envie de s'amuser avec, on aurait presque envie de les manger, entre guillemets. Hein, bon. Et si on compare avec des graines qui ne sont pas enrobées, on voit que l'aspect des deux n'est pas du tout le même. Bon. Donc ça veut dire que l'agriculteur, il va acheter, par exemple, lorsqu'il veut faire des semences de betterave, il va acheter ces espèces de semences enrobées d'insecticides. Alors vous imaginez, il y a la graine à l'intérieur, cette graine doit germer. Donc quand elle va s'enfoncer dans le sol, quand elle va être mise dans le sol, il va falloir que cette espèce d'enrobage, donc de pellicule externe, se désagrège et il va falloir que la graine en fait puisse germer, donc que la racine puisse s'enfoncer et que la tige puisse grandir, donner une betterave, etc. Mais vous comprenez bien que l'enrobage, il est là. Donc ça veut peut-être dire que les racines vont pouvoir absorber cet enrobage. Donc cet enrobage, cet insecticide va se retrouver dans la plante elle-même. Alors, si l'insecticide est efficace contre tel ou tel insecte, eh bien ça veut dire que lorsque la plante va se former, étant donné que l'insecticide est incorporé à la plante, à la totalité de la plante, eh bien l'insecte va mourir. Mais le problème, il est bien que si la plante possède cet insecticide, ça pose évidemment un problème non seulement au niveau de la plante elle-même qui va être mangée par d'autres êtres vivants, donc l'utilisation habituelle par exemple des betteraves. L'agriculteur, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne verra pas qu'il y a l'insecticide. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre ses betteraves, il va les utiliser, les donner à ses bestiaux, etc. Mais ça veut dire que nous, consommateurs, par exemple de betteraves, on va peut-être pouvoir absorber également cet insecticide. Bon. Alors, on estime qu'à peu près 40% des insecticides utilisés actuellement dans le monde sont des néonicotinoïdes. Alors, il y a une réglementation, maintenant c'est plus ou moins interdit, depuis 2018 je crois, si mes informations sont bonnes. Bon. Mais 40% sont quand même utilisés actuellement dans le monde. Donc s'il y a des interdictions en France, par exemple, ça ne concerne pas tous les pays. Donc les néonicotinoïdes sont des molécules qui sont utilisées par pulvérisation sur des cultures ou bien en enrobage des semences, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Alors ces néonicotinoïdes vont imprégner tous les organes de la plante, notamment au niveau des fleurs, c'est-à-dire au niveau du nectar, du pollen également. Ces substances, comment est-ce qu'elles agissent? Eh bien, au niveau de l'insecte, l'action est neurotoxique. Les néonicotinoïdes vont empêcher le contrôle nerveux des muscles. Donc les insectes vont mourir par asphyxie, tout simplement, et c'est absolument radical. Et même à des doses très 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 faibles, de l'ordre de 10 puissance moins 9 grammes par insecte et par jour. Elles restent capables de perturber le comportement des insectes, leur fécondité, leur immunité et la longévité de ces insectes. Donc ces néonicotinoïdes sont
par ailleurs suspectée d'être l'une des causes de la disparition massive des insectes, dont les fameuses abeilles, qui, et tout le monde le sait, fabriquent du miel. Et des bourdons également. Donc, ils sont les principaux insectes pollinisateurs des plantes sauvages, mais aussi des cultures fruitières et légumières. Bon. Leur diffusion dans l'environnement peut se faire de différentes manières, d'autant qu'il faut plusieurs années pour qu'ils se dégradent. Plusieurs années pour qu'ils se dégradent. Notamment lorsque cette espèce d'enrobage se désagrège pour que la graine puisse germer, eh bien ça veut dire que le produit, une partie sera absorbée par la plante, mais l'autre partie, elle fait quoi? Eh bien, elle va se trouver entraînée dans le sol. Donc lorsqu'il pleut, eh bien, ces particules vont être entraînées en profondeur, de l'amont vers l'aval, se retrouver dans des rivières, dans des nappes phréatiques, etc. Donc de nombreuses espèces donc, seront atteintes, en plus de l'insecte qui est ciblé au départ. Et de nombreuses études ont montré que des insectes très divers, des espèces très diverses, et l'homme en fait partie évidemment, vont être contaminés et atteints au niveau de leur développement, de notre croissance également, et de nos fonctions reproductrices et immunitaires. Vous voyez que le problème, il n'est pas simple. Bon, c'est facile de lutter contre un insecte, mais par contre, les problèmes environnementaux, les problèmes en parallèle sont très délicats à résoudre. En tout cas, c'est facile à comprendre. Alors, essayons de voir quels sont les effets de ces néonicotinoïdes. Alors, l'agriculteur, au départ, va faire, par exemple, imaginons, on prend du colza, il va faire une semence de colza. Donc, imaginons que ces semences sont enrobées de néonicotinoïdes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces graines donc, sont légèrement enfoncées dans le sol. Il va y avoir évidemment une germination, désagrégation petit à petit de l'espèce d'enrobage, et la graine donc va germer et il va y avoir une croissance du plant, donc de la plante. La plante va grandir, etc. Racines, la tige, les feuilles, les fleurs. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces graines vont diffuser dans le sol, et donc dans le sol, pas les graines, mais les néonicotinoïdes vont diffuser dans le sol, et il va y avoir des résidus, évidemment, des résidus de culture qui seront également atteints. Donc diffusion dans le sol des néonicotinoïdes par les semences ou par les résidus de culture. En conséquence, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir bien entendu sur la faune du sol, donc sur le réseau trophique du sol, un effet nocif sur le comportement, sur la reproduction et la survie des micro-arthropodes du sol. Autrement dit, le sol lui-même va se dégrader. Mais la diffusion dans le sol des néonicotinoïdes a un autre effet, c'est celui de la contamination possible des cultures suivantes. Puisqu'il y a, s'il y a ces résidus de substances insecticides, la première année, il va y avoir une espèce de concentration dans le sol. Mais l'année d'après, si l'agriculture fait le même système avec, par exemple, une autre semence, toujours un enrobage, eh bien ça veut dire qu'il va concentrer d'année en année la quantité d'insecticides dans le sol. Donc, les cultures de l'année présente vont subir l'action, alors pas subir, mais vont avoir tendance à absorber également les produits qui ont été mis les années auparavant. Donc, on va se retrouver finalement avec une plante qui va contenir des néonicotinoïdes après germination et croissance du plant. Les insectes nuisibles, évidemment, vont être éliminés. Alors, lorsque le ciblage est spécifique, évidemment. Donc, ça veut dire que les insectes, par exemple, qui sont phytophages, qui vont manger les feuilles, par exemple, du plant de colza, eh bien, vont mourir, vont être éliminés. C'est un peu l'objectif que s'est fixé
l'agriculteur. Donc de ce côté-là, c'est plutôt positif, bon, même si la mort d'un animal est toujours triste, mais bon, c'est le cycle de la vie. Bon. Ces plants qui contiennent des néonicotinoïdes vont également, à travers les fleurs, contaminer des insectes pollinisateurs, dont les fameuses abeilles, les bourdons, par consommation du nectar ou du pollen. Donc ça veut dire que les insectes vont avoir ce produit. Or, on a dit que ce produit avait un effet nocif sur le comportement, la reproduction et la survie. Alors tout à l'heure, on avait dit des micro-arthropodes, mais là, ce sera, en l'occurrence, des abeilles et des bourdons, de tous les insectes pollinisateurs, en fait. Or, ces insectes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller de fleur en fleur. Donc, ils vont eux-mêmes contaminer des fleurs, donc les fleurs qui sont visitées, et contamination également des autres insectes pollinisateurs. Que si une abeille vient butiner, par exemple, sur la fleur d'un plant de colza qui est contaminé, elle se contamine, mais elle va sur d'autres fleurs, elle va éventuellement déposer des grains de pollen qui sont un peu contaminés, etc. Eh bien, ça veut dire que les autres insectes qui viennent et qui n'ont pas été en contact avec le plant d'origine, eh bien, vont se trouver contaminés également. Tous ces insectes, eux, peuvent être mangés par des oiseaux, donc il va y avoir contamination des vertébrés par la voie alimentaire. Bon. Diffusion dans le sol des néonicotinoïdes, on l'a dit tout à l'heure, par la semence ou par les résidus de culture, eh bien, il va y avoir une diffusion dans les nappes phréatiques également et dans les cours d'eau. Donc ça veut dire qu'il va y avoir contamination des arthropodes aquatiques et contamination en l'occurrence d'autres vertébrés, par exemple les grenouilles vertes au niveau des étangs, au niveau des rivières, etc. Enfin les rivières, puisque les grenouilles vertes sont plutôt dans des endroits qui sont plutôt calmes. Hein. Bon. Donc vous voyez qu'à travers cette semence qui est enrobée d'un produit, eh bien, il y a tout un réseau de contamination plus ou moins important qui va concerner la faune du sol, donc tout ce réseau trophique au niveau du sol, donc dégrader la qualité, la fertilité du sol. Il va y avoir également une contamination de tous ces insectes pollinisateurs dont le but, alors leur but à eux, à ces insectes, n'est pas de polliniser. La pollinisation se fait, ouais, là il faut parler d'évolution, à travers, au niveau du fait que les abeilles vont venir sur une fleur, vont aller sur d'autres fleurs et vont polliniser, vont faire des pollinisations entrecroisées, etc. Bon, donc on va se retrouver avec tout un réseau d'êtres vivants qui vont se trouver contaminés par les néonicotinoïdes. Bon. Alors évidemment, on comprend bien que c'est plus qu'embêtant. Alors maintenant, essayons de prendre un exemple de lutte intégrée contre un insecte ravageur des cultures. Et là, on parlera des tripes. Alors, tripes, comment ça s'écrit? T-H-R-I-P-S. Tripes. Donc, vous regardez sur Internet, hein, vous allez voir des photos, de magnifiques photos de tripes qui sont très beaux. Et vous allez voir également son prédateur. Bon. Quel est son prédateur? Bien, par exemple, les chrysopes. Les chrysopes sont les prédateurs des tripes. Alors on pense tout de suite, on se dit, bah tiens, si par exemple un plant de colza ou n'importe quoi, alors là c'est pas du colza puisque les tripes c'est plutôt le poireau. Alors restons sur le poireau. Imaginons vous voyez un tripe sur le poireau et vous dites, bon bah je fais quoi? Alors vous imaginez, si vous en voyez un seul, bon bah vous l'enlevez, vous l'éloignez, enfin vous le mettez ailleurs ou vous le tuez, bon ça dépend de la psychologie de la personne, ça dépend de comment on perçoit la nature, ça dépend de beaucoup de choses. Mais bref, vous voyez un tripe sur un poireau, vous dites, tiens, mon tripe va manger mon poireau, et qu'est-ce que j'en fais? Alors vous dites, bon, bah, je l'enlève, d'accord, vous l'enlevez. Vous dites, tiens, je vais chercher des chrysopes, et puis je vais mettre une chrysope à côté de mon tripe, et la chrysope va manger mon tripe. Bon. Donc là, on pense à la lutte biologique. Ça veut dire que on n'aurait peut-être pas besoin d'insecticides. Il suffit de mettre beaucoup de chrysopes sur un plant de poireaux, sur une rangée de poireaux, admettons,
et dire bon bah voilà, ils sont là, c'est un trip arrive, il sera mangé par mon chrysope. Bon, les choses ne sont pas si simples. Donc les tripes sont des insectes qui sont phytophages. Phyto, donc ça veut dire feuille, phage, ça veut dire manger. Donc ça veut dire que ce sont des insectes qui vont manger les poireaux. Donc ça va entraîner la mort des plants de poireaux en les contaminant et en les affaiblissant par divers micro-organismes pathogènes en parallèle. Alors une stratégie de lutte intégrée va pouvoir limiter leur propagation sans faire obligatoirement appel aux insecticides. Donc ça veut dire que, par exemple, si on a des poireaux, plutôt que de l'enrober, entre guillemets, bon, les poireaux c'est un peu spécial, plutôt que de l'enrober avec des produits insecticides, comme nous l'avons vu précédemment pour les néonicotinoïdes et pour les graines de betterave, et bien là, ici, on peut essayer de trouver une solution de lutte intégrée. Alors, donc nous allons essayer de favoriser la présence d'auxiliaires de culture lorsque nous essayons de trouver une stratégie de lutte intégrée. Les cultures associées de plantes aromatiques et de poireaux vont diminuer le taux d'infestation par les tripes. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les tripes sont gênées par l'odeur de certaines plantes aromatiques. Alors intéressant, vous dites, eh bien, les tripes aiment bien le poireau, mais les tripes n'aiment pas les odeurs de plantes aromatiques. Eh bien, vous mettez avec vos poireaux des plantes aromatiques. Donc l'odeur des plantes aromatiques perturbe la reconnaissance de l'odeur du poireau par les ravageurs. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas que l'odeur ne leur plaît pas, mais ça veut dire qu'il y a une odeur et les tripes vont se repérer à l'odeur des poireaux. Enfin, vont essayer de repérer l'odeur des poireaux pour aller les manger. Vous mettez des plantes aromatiques, perturbation, donc les tripes seront peut-être là, mais ils vont se dire où sont mes poireaux. Donc certains auxiliaires de culture sont aussi capables de gêner le développement des espèces nuisibles, et c'est le cas par exemple des chrysopes qui sont de grands consommateurs de tripes. Pour les attirer, des jachères fleuries sont installées à proximité des champs de poireaux. Donc ça veut dire qu'un petit peu plus loin, eh bien, on met des plantes qui vont attirer par exemple les tripes, qui vont attirer les chrysopes. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que vos plants de poireaux, eh bien, ils pourront grandir en toute tranquillité et vous pourrez récolter vos poireaux. Alors, il existe en fait au niveau des plantes différents niveaux d'infestation des feuilles de poireaux par les tripes. On parle également de l'existence d'un seuil de nuisibilité que vous allez pouvoir trouver, donc en vous procurant des images sur Internet, vous allez voir un petit peu, vous allez pouvoir suivre régulièrement, enfin, ou voir en tout cas des images qui permettent de suivre régulièrement l'état de santé de la culture. C'est-à-dire voir le niveau d'infestation des feuilles de poireaux par les tripes. Et vous allez, donc on va appeler on appelle seuil de nuisibilité le moment où les dégâts provoqués par les espèces nuisibles ne sont plus tolérables. Ça veut dire évidemment que les tripes vont manger les poireaux, mais s'ils n'en mangent pas trop, ça va aller. Mais s'ils en mangent beaucoup, évidemment, vous ne pourrez plus récolter vos poireaux. Bon, il n'y aura plus rien, ou il n'y aura plus grand-chose. Bon. La valeur de ce seuil de nuisibilité dépend du choix de l'agriculteur. Bon, voilà. Essayez de mettre en place des plantes curatives. Pour lutter activement contre les espèces nuisibles, on peut éventuellement utiliser cette solution, donc utiliser des plantes curatives. Donc ça peut être des pièges physiques, donc les espèces ciblées vont être attirées par exemple par les couleurs, par des odeurs ou par des phéromones sexuels. On peut introduire évidemment des prédateurs supplémentaires, par exemple tripes, chrysope prédateur des tripes,
mais on peut en ajouter d'autres également. Alors, il ne faut pas mettre des prédateurs, des chrysopes, évidemment, mais il faut ajouter des prédateurs supplémentaires. On peut encore éliminer des plants qui sont trop atteints. Mais si on élimine les plants qui sont trop atteints, eh bien ça veut dire que les tripes vont se retrouver sur des plants qui ne sont pas trop atteints et donc du coup vont atteindre de manière importante les nouveaux poireaux. Alors, les insecticides seront utilisés en dernier recours en privilégiant des substances autorisées en lutte biologique. Par exemple, les huiles essentielles d'orange et les décoctions d'ail permettent de lutter contre les tripes. Bon, ça paraît facile comme ça. Hein, bon. On pourrait envisager les effets positifs et négatifs des néonicotinoïdes sur les cultures, sur le sol, sur la faune, sur l'être humain. Envisager dans le sens où l'agriculteur doit faire une gestion durable. Donc c'est ce que nous allons voir, essayer d'envisager les effets négatifs, positifs de ces néonicotinoïdes sur les cultures, sur le sol, sur la faune, sur l'être humain. Et nous allons essayer de montrer ensuite les avantages et les inconvénients d'une lutte raisonnée par rapport à un traitement chimique. Alors, à travers ces problématiques d'utilisation d'insecticides dans le cadre de la protection des cultures, eh bien, nous avons vu que l'exemple des néonicotinoïdes, l'exemple des tripes également, permet de poser des problèmes, permet de réfléchir, permet de raisonner dans la gestion, par rapport à la gestion, comment faire en fait pour avoir des plans de culture qui soient rentables tout en ne polluant pas l'environnement et donc indirectement l'homme et d'autres animaux. On peut avoir des impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé quant à l'utilisation des insecticides et nous avons pris l'exemple des néonicotinoïdes, nous allons en reparler tout à l'heure. Nous avons pris un exemple également de lutte intégrée qui est basée sur une combinaison de différents moyens de lutte appliqués de façon raisonnée sans qu'on ait accès aux insecticides, par exemple aux néonicotinoïdes. Alors, donc nous avons vu le mode de dispersion, notamment par semences qui étaient enrobées, mais d'autres modes de dispersion des insecticides existent également, notamment la pulvérisation. Pulvérisation qui pose d'ailleurs des problèmes, puisque lorsque l'on pulvérise un champ entier avec un insecticide, par exemple à l'aide d'un avion, mais ça pose des problèmes environnementaux sur tout ce qui est autour du champ. Et notamment lorsqu'il y a des constructions humaines pas très loin, on peut définir une certaine distance entre le droit de l'agriculteur de dire je mets de l'insecticide ici et pas à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a les maisons un petit peu plus loin. Bon, ça c'est un autre problème. Donc pulvérisation ou semences enrobées. Donc il existe différents modes de dispersion et également le mode d'action des néonicotinoïdes, notamment concernant la neurotoxicité. Nous allons voir que, et nous en avons parlé, mais nous allons voir un petit peu donc, le côté positif ou négatif des choses. Et on note que l'efficacité, on l'a déjà dit, était donc l'efficacité se fait à des doses très faibles, puisqu'on avait parlé de 10 puissance moins 9 grammes par insecte et par jour. Donc on notera la capacité à persister dans l'environnement également de ces néonicotinoïdes et à se disperser au sein de chaînes alimentaires, jusqu'à l'homme évidemment, et nous noterons également la multiplicité des effets possibles sur la physiologie des êtres vivants, notamment au niveau de la reproduction, de l'immunité et du développement. Nous avons parlé d'un cas concret d'une expérimentation de lutte intégrée et raisonnée contre le tripe du poireau. Sans forcément utiliser les insecticides, on peut essayer de trouver par exemple des prédateurs, nous avons parlé des chrysopes. La lutte intégrée est illustrée par l'exemple, par l'utilisation préventive d'auxiliaires de culture. Alors ça peut être auxiliaire, ça veut dire en parallèle. Donc par exemple on met des chrysopes, si on veut une lutte biologique, par exemple on a des tripes sur des poireaux, eh bien on se dit on va mettre des chrysopes. Alors il faut trouver des chrysopes, il y a différentes façons, mais on peut mettre des auxiliaires de culture, c'est-à-dire en parallèle, mettre en place par exemple des plantes répulsives, des insectes prédateurs autres que les chrysopes, etc.
Et donc, utilisation préventive d'auxiliaires de culture combinée à l'utilisation de pièges ou d'insecticides autorisés en lutte biologique. Alors, la lutte raisonnée, c'est-à-dire vous réfléchissez pour savoir comment faire pour ne pas utiliser d'insecticides ou utiliser à dose, à petite dose, on va dire, si cette dose ne détruit pas l'environnement. Bon. Donc cette lutte raisonnée va s'appuyer sur la notion de seuil de nuisibilité définie par l'exploitant. Ici, via l'évaluation des dégâts foliaires, mais aussi via l'utilisation par piégeage des effectifs de population d'insectes ravageurs. Bon, voilà. Donc action curative ou pas. Alors essayons de résumer. Nous allons résumer, nous en avons parlé, concernant les néonicotinoïdes, résumer les effets positifs et négatifs de ces néonicotinoïdes. Eh bien, imaginons, vous utilisez des néonicotinoïdes. 4 axes d'action vont être mis en place. Premier axe, la contamination du sol et des eaux pour de nombreuses années. Ça, c'est un effet négatif. Deuxième axe, élimination d'insectes ravageurs et protection des cultures. Ça, évidemment, c'est plutôt bénéfique pour l'agriculteur. Il va conserver son champ, par exemple, de maïs, son champ de colza, son champ de betterave. Les insectes sont éliminés grâce à l'insecticide, c'est positif. Seulement, comme je vous ai dit, premier axe, contamination du sol et des eaux pour de nombreuses années. Troisième axe, contamination par l'homme qui va consommer les produits issus de culture et qui va pouvoir consommer l'eau polluée. Alors, en conséquence, il va y avoir un impact sur la santé humaine, notamment au niveau des fonctions physiologiques qui vont être potentiellement perturbées, par exemple au niveau du développement, de la reproduction, de l'immunité, etc. Quatrième axe, eh bien, l'utilisation des néonicotinoïdes vont induire l'élimination des insectes non nuisibles, dont par exemple les abeilles et les bourdons, mais également la microfaune du sol. Alors évidemment, cela va entraîner une baisse de la pollinisation et donc de la productivité des cultures fruitières et légumières. Et à plus grande échelle, évidemment, une perte économique en conséquence. Lorsqu'il y a, suite à l'utilisation des néonicotinoïdes, la contamination du sol et des eaux pour de nombreuses années, il va y avoir, évidemment, en parallèle, une dégradation de la biodiversité de la faune du sol. Bon. Il va y avoir également, suite à cette contamination du sol et des eaux, une dégradation de la biodiversité de la faune aquatique et terrestre. Donc ça veut dire que les effets négatifs vont primer sur les effets positifs, puisqu'on a vu qu'à travers les 4 axes et leurs conséquences, un seul axe permettait d'avoir un effet positif, c'était celui de l'élimination des insectes ravageurs et donc la production des cultures. Donc vous avez vu qu'à travers les néonicotinoïdes, vous utilisez un insecticide, eh bien les conséquences sont très 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 graves, on peut dire graves, pour l'environnement. Ensuite, essayons de résumer les avantages et les inconvénients de lutte raisonnée par rapport à un traitement chimique classique concernant les tripes ravageurs du poireau. On avait parlé de leurs prédateurs qui étaient les chrysopes et on avait parlé de mettre en place également des plantes aromatiques qui pouvaient éventuellement perturber les tripes au niveau de l'odeur. Ils ne reconnaissent plus le poireau. Bon. Donc on peut même mettre en place d'autres prédateurs. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de lutte raisonnée par rapport à un traitement chimique classique? Les avantages: absence de pollution chimique du sol, de l'air et de l'eau. Donc ça veut dire que
Là, on parle du poireau. Mais si on avait fait le même raisonnement de lutte intégrée, par exemple, de lutte raisonnée, en tout cas, lorsque l'on a étudié l'exemple des néonicotinoïdes, bien ça veut dire qu'on se placerait dans un autre contexte de culture. Et on se rapproche de ce que l'on appelle la culture biologique. Donc absence de pollution du sol, de l'air et de l'eau lorsque l'on fait une lutte raisonnée sans traitement chimique. Deuxième avantage, c'est que seuls les insectes ravageurs seront ciblés. Ça veut dire qu'on ne cible pas le reste, ni abeilles, ni bourdons, ni faune trophique du sol. Seul l'insecte, en l'occurrence là le thripe, est ciblé. Troisième avantage, on va avoir une préservation de la biodiversité dans et hors de la culture. Donc on préserve toute cette biodiversité, aussi bien aérienne qu'au niveau du sol et dans le sol. Quatrième avantage, c'est qu'on va préserver la santé humaine, ce qui est évidemment fondamental. Les inconvénients de cette lutte raisonnée sans traitement chimique, eh bien, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la charge de travail de l'agriculteur, notamment lorsqu'il va falloir qu'il mette en place des auxiliaires, qu'il surveille les cultures et les traitements nécessaires éventuellement. Deuxième inconvénient, c'est la tolérance aux dégâts provoqués par les insectes ravageurs. Ça veut dire que les insectes sont là, il ne pourra peut-être pas les éliminer à 100%, il va falloir qu'il tolère une certaine perte. Et troisième inconvénient, c'est nous allons avoir une dévalorisation commerciale possible des produits issus des cultures. Bon, alors évidemment là, ça dépend de beaucoup de choses, tout ça. On a parlé des néonicotinoïdes, on a parlé également des tripes, essayer de trouver une solution pour ne pas utiliser ces produits insecticides. Nous avons parlé globalement à travers ces deux exemples d'utilisation intensive d'insecticides dans le cas des néonicotinoïdes et dans le cadre d'un essai de lutte raisonnée sans utiliser d'insecticides dans le cas du thripe du poireau, eh bien nous avons vu que l'agriculteur va avoir toute une façon de faire qui va lui permettre de gérer durablement les insectes ravageurs des cultures. Il faut, avant de se lancer dans les agrosystèmes, il faut réfléchir. Il faut gérer les choses dans sa tête, donc il faut raisonner, il faut agir de manière raisonnée, mais il faut également agir sur le terrain. Ça veut dire qu'un champ qui contient des insectes ravageurs devra être traité d'une manière telle qu'il ne faut pas que, en conséquence, tout l'environnement soit atteint. Tout ça pour une seule récolte. Vous imaginez un champ, quelques hectares, une récolte, mais une contamination, une destruction massive de beaucoup d'êtres vivants, dont l'homme fait partie. Donc ça veut dire que les conséquences de l'utilisation des insecticides peuvent être très graves sur notre environnement et sur notre santé. Donc comment résoudre ce problème durablement de la gestion des insectes ravageurs des cultures? C'est un problème. Il faut y réfléchir. Le cours est terminé. Merci.